Mesdames, Messieurs et chers amis, nous sommes heureux donc avec Cathy de vous accueillir à nouveau, voilà, dans la délégation scientifique de Chendu-Kua, dans cette salle effectivement de l'espace Landowski. Nous avons beaucoup appris des Koji à l'occasion de leur visite dans ce même amphithéâtre le 17 octobre dernier, et on l'évoquait à l'instant avec Michel et Eric, si vous me permettez de vous appeler par vos prénoms, le retentissement de cette conférence de nos 300 collégiens et lycéens. Les enseignants en parlent encore, les jeunes en parlent encore. C'était une journée mémorable d'échange et qui était vraiment... Et j'ai trouvé que les Indiens Koji, effectivement, étaient... vous m'avez dit tout à l'heure qu'ils étaient heureux, effectivement, de cet échange avec notre jeunesse. En tout cas, c'est un bon début si on commence à avoir par groupe de 300 des Boulonnais qui se sensibilisent à l'avenir de la planète, c'est bien. Voilà. Et on a découvert le travail. Oui, sur 120 000, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà 300 par 300, on progresse. On a découvert le travail exceptionnel de ce peuple autochtone de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombie, qui, avec le soutien donc, de l'association Chendu-Kua et d'une cinquantaine de scientifiques, dont certains sont présents ce soir, que je remercie une nouvelle fois, pour la reconquête de terres dévastées par l'industrialisation, je vais y arriver, et leur redonner vie. Les Koji ont en effet un rapport très fort et très sensitif, on l'a mesuré lors de cet échange, à la terre. Ils peuvent percevoir les lieux où elle est vivante et ceux où elle est en mauvaise santé. Ainsi, ils ont pu mener un diagnostic de santé territoriale en France, principalement sur le bassin versant du Rhône, qui s'est poursuivi toutefois jusqu'à la Seine, d'où leur arrivée à Boulogne-Billancourt. C'est ce dialogue qui se poursuit ce soir, avec quelles inspirations, quels grands principes pour prendre soin de nos territoires. Vous allez, mesdames et messieurs, nous exposer ce soir les premiers résultats et perspectives de ce dialogue croisé de santé territoriale 2023. Ces enseignements sont riches pour nous tous, notamment pour nous, les élus locaux. À notre niveau, nous essayons de nous montrer dignes de cet environnement, puis surtout notre grande fierté à Boulogne-Billancourt, vous le savez. Alors, on n'a pas été inspiré par les Indiens Koji parce qu'on ne les connaissait pas à l'époque, mais c'est la transformation des 52 hectares industriels des terrains Renault en le plus grand écoquartier d'Europe pour l'instant. On est le plus grand. Et notamment, on a, avec la fierté qu'on a eue de créer un espace vert de 7 hectares en cœur de ville, le parc de Billancourt, sur lequel on a découvert récemment, on a recensé les nouvelles espèces et on en a dénombré 23 nouvelles espèces d'oiseaux qui fréquentent le parc de Billancourt, 22 espèces de poissons qui ont été recensées justement en aval de l'île Seguin, comme quoi on peut faire revenir la nature même dans une ville dense comme Boulogne-Billancourt. Il suffit d'en avoir la volonté. Et puis on essaie de dispenser bien sûr ces informations avec pédagogie à nos enfants des écoles, et on est très fiers avec la Maison de la Planète qu'on a ouvert il y a un an et demi, voilà, et qui reçoit de nombreux scolaires. Je ne sais pas combien on a de fréquentation maintenant avec les conférences, les cours et les échanges. On est à quoi, plus de 30 000 ? Voilà, plus de 30 000 visiteurs de la Maison de la Planète en un an et demi. Comme quoi, avec des bonnes idées, une ancienne école maternelle transformée en Maison de la Planète, c'est une très belle nouvelle. Et puis, on va essayer d'aller un peu plus loin, puisqu'on va faire, justement, inspiré par les Koji, on va essayer de créer la Maison de la Planète bleue au bord de la Seine, justement, pour encore avoir cette dimension et ce rapport aux fleuves. En tout cas, ça fait partie, effectivement, de l'ADN de notre ville, si je puis dire, et c'est pour ça qu'on est très heureux de vous accueillir à nouveau. Puis je crois que notre collaboration va se poursuivre, Monsieur le Président, puisqu'on a d'autres projets en commun. Je n'ai pas encore tout compris. Voilà, j'ai vu le montant, j'ai pas encore tout compris le contenu, mais je vous fais confiance puisque les premières collaborations ont été très efficaces. Et encore une fois, merci à vous toutes de vous investir pour cette belle et noble cause et qu'on puisse convaincre le plus grand nombre. Merci aux scientifiques, voilà, de votre investissement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le maire, pour votre accueil. Une aventure comme celle-là n'est pas forcément simple. Avoir des personnes comme celles qui nous ont rejoints ce soir, scientifiques, chacun dans leur domaine, qui acceptent l'idée de dialoguer avec des gens que nous avons qualifiés de sauvages, d'archaïques, et de pouvoir le faire dans un lieu comme celui que vous mettez à notre disposition. Merci beaucoup de ce soutien que vous nous apportez. Et merci au Conseil régional qui nous a beaucoup aidé aussi pour monter ces diagnostics croisés.
au département des Hauts-de-Seine, parce que c'est des partenaires sans lesquels on n'aurait pas pu organiser tout ça. Puis il y a une petite équipe dont je ne sais pas où ils sont assis, toujours, quand il y a un événement comme ça, il y a toujours des gens qui travaillent dans l'ombre, donc je ne sais pas où ils sont, mais je les remercie chaleureusement de cette organisation. Alors, il va falloir que je fasse plein de choses en même temps, le micro, le machin, le bidule. Est-ce que ça marche? Oui. Donc, juste vous dire, c'est pas évident de vous partager ce qu'on a vécu pendant 35 jours dans cette aventure improbable de diagnostic croisé, avec 35 sites différents, 60 scientifiques. Donc on a essayé de vous sortir quelques pépites. Ce sera peut-être frustrant. On va ouvrir des temps où on pourra dialoguer, soit avec les invités, soit entre vous, pour essayer de creuser. On ne pouvait pas tout dire, donc on a essayé de vous choisir quelques petits retours et quelques pépites qui nous paraissent intéressantes. Avant de rentrer dans ces pépites et dans l'échange, vous dire juste que je pense qu'on intuit tous, au-delà des histoires de patinoire, que j'entends bien, que faire contre la nature ne va pas durer une éternité. On ne peut pas développer une activité en disant la nature est un objet, la nature est une matière première, la nature est un paysage, nous sommes des êtres de nature. Avant d'être des êtres de culture, il va bien falloir qu'on trouve un chemin d'alliance. C'était cette phrase du philosophe Michel Serres qui disait « Nous sommes le monde, nous fonctionnons comme le monde ». Et la nature, mais nous semblons l'avoir oublié. Il faudrait remettre le monde et la nature dans nos préoccupations, c'est-à-dire nous remettre dans nos préoccupations comme êtres vivants. C'est-à-dire, avant d'être des êtres de culture, on est bien des êtres de nature. On respire, on mange, on boit, etc. Mais comment? La question, c'est comment on fait ça. Donc, il y a la science qui étudie. Nous avons des témoins ce soir qui vont nous partager leur regard sur cette expérience. Il y a le biomimétisme, si vous en avez entendu parler, qui essaye d'identifier des mécanismes dans la nature pour voir comment les transposer ou les transformer en produits industriels ou en produits d'innovation. Nous, on a cherché une autre voie. On a cherché à se dire, tiens, ces humains-là, qu'on a appelés les autochtones, les primitifs, tout ce que vous voulez, qui représentent 5% de la population, mais qui protègent 90% des espaces naturels, n'ont jamais coupé ce lien d'alliance. Ils sont la nature. D'ailleurs, le mot nature n'existe pas. Et il ne fonctionne pas sur la loi des hommes, mais sur la loi de la nature. On va regarder ce que ça veut dire. Et est-ce qu'on pourrait se parler, non pas en se disant ils ont tout compris, les gentils sauvages, et nous on n'a rien compris, c'est pas ça. Est-ce qu'on pourrait simplement faire ce qu'il y a de plus difficile, et j'ai bien conscience en disant ça aujourd'hui de ce que je dis, dialoguer. Mais vous êtes bien placé pour savoir, monsieur le maire, que ce n'est pas une opération facile. Dialoguer entre des regards sur le monde qui, si ils s'écoutaient à un moment de crise écologique, crise de la biodiversité, pourrait peut-être faire émerger de nouvelles regards, nouvelles pratiques, nouvelles interrogations. C'est juste ce parti-là qu'on a essayé de faire vivre. Alors, les Kogi ou Kagba vivent dans la Sierra, pour ceux qui ne les connaissent pas encore. C'est une photo qui a été prise il y a quelques mois dans un de leurs villages d'altitude, et où tous les personnages que vous avez avec des chapeaux pointus, on peut qualifier ces gens-là de chamans. C'est-à-dire ce sont des gens qui suivent une formation de 18 ans, qui est quelque part à cheval entre l'obscurité et le silence, parce qu'il y a plusieurs variétés de systèmes de formation. Mais ils ont une formation spécifique de 18 ans, plus ou moins dans l'obscurité continue pendant 18 ans, de 0 à 18. Donc et la photo qui est là, il n'y a pas derrière un McDo ou quelque chose qui ferait dire non, c'est juste une photo pour le tourisme. Ils vivent toujours comme ça, ils sont à 3 heures d'un village colombien et ils refusent la route, le Coca-Cola, la modernité. C'est un choix de rester Kogi malgré les menaces de la modernité qui n'est pas loin. 25 000 personnes à peu près, donc ce sont des représentants de cette communauté qui sont venus nous rendre visite du 25 septembre au 18 octobre. Quelques principes rapides pour que vous puissiez mieux entrevoir peut-être cette pensée et sur quoi elle va essayer de nous emmener dans ce dialogue. Les lois de la nature avant les lois humaines. Dans ce genre de société, ce sont les principes qui permettent la vie qui prédomine, là où dans nos sociétés modernes, ce sont des hommes et des femmes qui font des lois dans des chambres des députés ou dans des chambres des sénateurs, qu'ils imposent à la nature. Je ne sais pas si je suis clair dans la différence entre les deux. D'un côté, c'est les lois qui font qu'on est vivant. Hein. Si on ne les respecte pas, respirer, par exemple, on est mort. Et de l'autre côté, c'est des lois qu'on impose à la nature. Je ne fais pas de jugement en disant on décide que le glyphosate va être maintenu,
parce qu'il faut privilégier une filière économique alors qu'on sait qu'elle pose quelques petits soucis dans la qualité des sols et dans l'impact sur la santé humaine. Je n'en tire pas de jugement, je dis simplement qu'on fait des lois qui s'imposent à la nature, alors que dans leur situation, c'est quels sont les principes qui permettent la vie. Et ces principes, pour paraphraser Victor Hugo, qu'on soit riche ou misérable, ils s'imposent à un écureuil, à un cogui, au maire de Boulogne, à n'importe qui. C'est les mêmes principes pour tout le monde. Et c'est ça qui fait la loi chez eux. Et cette loi-là, elle s'exprime dans ce que nous appelons la nature. Si un arbre pousse à cet endroit-là, il y a une raison. Si un animal vient se reproduire ici, il y a une raison. Il y a un ensemble de principes qui s'incarnent sur un territoire. Est-ce que là, ça va? Je ne vous ai pas perdu? Allez-y pour le feedback, hein, ça va m'aider un peu. Je ne vous ai pas perdu? OK. Deuxième petit principe, une pensée fractale. Philippe Descola parlerait d'une pensée analogique, mais je préfère le mot fractal. Alors là, je vais pas faire des bêtises, je sais que je vais être surveillé de près par des gens dont c'est beaucoup plus le métier. Mais j'aime bien prendre cet exemple du chou romanesco. On voit ça parfois dans nos intermarchés ou je ne sais pas quoi, quel magasin vous faites vos courses. Et on voit que le chou est formé de petits choux qui ont la même forme, mais une échelle différente, etc. Puis on descend. Pensée fractale, un phénomène, comment vous diriez, tiens, pour pas que je dise de conneries, pensée fractale? Oh la vache, il y a un blanc. Qui prend le micro là? Moi, ce que j'ai compris, c'est la reproduction d'un phénomène à l'identique, mais à une échelle différente, c'est ça? Et le petit exemple que j'avais trouvé, qui est mis en place par un laboratoire du CNRS à Bordeaux, c'est une modélisation mathématique d'une bulle de savon, donc sur 20 cm de diamètre, qui semblerait permettre de faire un peu de pronostic sur le déplacement d'un cyclone qui, lui, est sur 200 km. Donc la modélisation des 20 cm permet de comprendre un phénomène à 200 km de diamètre. Ça va? C'est plus clair comme ça? Bon, c'est un exemple. Donc les cogis fonctionnent comme ça. Et ils fonctionnent comme ça en se disant tout ce qui se passe dans le corps humain se passe sur le territoire et réciproquement. En fait, ce sont des gens qui ont une espèce de démarche introspective sur le fonctionnement d'un corps vivant et par approche fractale projettent ou en déduisent des raisonnements sur le territoire. Je vous ai toujours pas perdu, ça va? OK. Un exemple, là, on a un arbre qui ressemble étonnamment à un poumon, qui ressemble étonnamment à des bras de rivière, qui ressemblent, etc. Voilà. On voit les mêmes phénomènes qui s'incarnent dans des formes différentes. Exemple de pensée fractale. C'est OK? Un corps territorial, donc cette pensée fractale, les amène à regarder le territoire, non pas comme un ensemble de montagnes ou de rivières, un paysage, une matière première dans laquelle on piocherait à loisir, mais comme un corps territorial. Vous allez voir que ça va éclairer un peu la suite de nos échanges. Dans un corps, il y a quoi? Eh bien, il y a des poumons qui respirent, il y a un cœur qui envoie un rythme, il y a le foie qui filtre, il y a les reins, voilà. Il y a un ensemble d'organes reliés par un système sanguin, un système nerveux, un système ventilatoire. Pour eux, le corps fonctionne de la même manière. Le système ventilatoire, c'est les vents dominants et leur rythme et leur changement. Le système sanguin, c'est les cours d'eau de surface ou souterrain. Le système pileux, c'est les forêts, etc. Voilà, il y a une métaphore entre le corps territorial et le corps humain. Je pense qu'une des voies d'exploration serait la médecine, pour aller essayer de comprendre à travers la médecine des éléments du territoire. Un exemple, pour eux, ce qui se passe sur une montagne, vous avez une montagne qui est représentée à gauche, tous les traits de couleur représenteraient le système nerveux, le système ventilatoire, à l'identique d'un corps humain. Et évidemment, on ne le voit pas. On ne voit pas sous la peau vos réseaux ventilatoires ou nerveux, mais pourtant ils sont là. Ils ne seraient pas là, vous seriez mort. Sur un territoire, d'après eux, il y a tous ces réseaux qui sont là, qui fonctionnent, qui permettent que les fonctions du territoire fonctionnent, marchent. Et à force de faire des routes et des tunnels, on affaiblit ces circulations d'informations. Voilà. Et dernière chose, qui n'est pas des moindres quand même, pour eux, la finalité de leur vie commune, c'est apprendre à vivre en paix et soigner la terre. Ça ne veut pas dire qu'ils y arrivent, hein, mais ça veut dire qu'assez vite, dans les écoles, enfin, ils n'ont pas d'école, mais dans leur système éducatif, c'est comment apprivoiser ses émotions, tranquilliser, pas s'énerver. Alors, je crois que le Kogi le plus énervé que j'ai vu, il a fait « Oh, je suis pas d'accord ». Là, il était en termes d'énervomètre, et je pense qu'il était au top. Donc, c'est des gens plutôt très, très calmes, et on l'a vu, hein, quand on les a rencontrés, posés, tranquilles.
Ils nous disent que le réchauffement climatique est là, hein, dans nos têtes. On s'agite tellement que c'est normal qu'à l'extérieur, ça se réchauffe. Parce que là où on est échauffé, c'est dans nos têtes, quoi. Voilà, c'était juste quelques petits principes, hein, pensée fractale, pour que vous connaissiez. Et les fameux mamas ou sagas, parce qu'il y a des femmes aussi, qui sont ceux qui ont cet accès à cette information, dont je vous ai évoqué, qu'ils ont 18 ans de processus de formation. Pourquoi 18 ans dans le noir? Parce qu'ils partent du principe que quand l'embryon est dans le ventre de la maman, c'est dans ce moment de l'existence qu'il est traversé par ce que mange la maman, par les émotions de la maman. Tout ce que traverse et ce que vit la maman impacte la partie embryogénèse du bébé. Donc ils vont jusqu'au bout de leur raisonnement, ils mettent l'enfant qui est né dans une grotte ou dans une hutte, et donc ils vont le laisser être enseigné par la terre, ses couleurs, ses vibrations, ses odeurs, plein de phénomènes hypersensibles sur lesquels ils vont être enseignés pendant 18 ans. Et donc quand ils sortent, effectivement, on peut se demander s'ils voient ou comment ils sont. Et en fait, c'est des gens hyper gentils, et c'est presque troublant de voir des gens élevés 18 ans hors de relations sociales et qui sont d'une gentillesse extrême. Voilà les invités qui nous ont rejoints pendant 24 jours, je crois, de marathon, puisqu'on est parti du glacier du Rhône et on a fini au Bois Saint-Martin en Île-de-France, en partant par un ensemble de lieux. Vous aviez Arrigo González, qui était le gouverneur Kogi. Il avait une particularité, c'est qu'il parlait très bien espagnol, donc pour la traduction, c'est quand même vraiment bien. Il avait travaillé sur comment accompagner les chamans pour leur formation. Donc il avait une très bonne connaissance des chamans et comment ils fonctionnent. Et puis il avait une certaine autorité pédagogique pour nous faire comprendre un peu certains concepts. Vous aviez deux mamous, celui qui joue de la flûte, Luciano, et José Pinto, qui n'ont pas beaucoup parlé. De jour, ils ne parlaient pas, mais la nuit, ils débriefaient tout. C'est-à-dire qu'ils ne dormaient pas beaucoup. Parce que toute la nuit, ils se repassaient le film de ce qui s'est passé, de qu'est-ce qui s'est dit, de qu'est-ce qui les a intrigués, etc. Donc ils vivent un peu comme ça en deux temps. Et puis vous aviez Luis, qui était un jeune Kogi, qui est venu un peu en voyage en formation pour comprendre c'est quoi l'Europe, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de l'océan, apprendre un peu. Et nous avions Carmen Nuvita, qui était une saga, une jeune femme Kogi, qui est le pendant un petit peu du chaman garçon, mais qui est le pendant féminin. Voilà nos invités que nous avions accueillis. Et puis une tripotée, une très belle tripotée de personnes qui ont eu l'esprit suffisamment ouvert pour se dire « Tiens, et si on essayait de se parler ?» Il se dit que le dialogue est le premier vecteur, critère d'appréciation de la maturité d'un corps social, ce qui nous permet de dire que peut-être qu'aujourd'hui on régresse, je ne sais pas. Voilà. Et donc certains ont accepté ce soir de nous rejoindre et je les en remercie. Voilà, donc c'était vraiment des débats passionnants parce qu'il y avait des échanges entre disciplines différentes déjà. C'est pas évident de se parler du géographe au naturaliste, au médecin, au écologue. Voilà, il y avait ça, l'anthropologue. Et puis on a tenté quelque chose de plus, c'est de rajouter à ça un échange avec une autre culture. Qu'est-ce qu'on a fait dans cette aventure un peu folle ? Ils sont arrivés, ils ont mis, je crois, je ne sais plus combien, 30 heures de voyage, c'était l'horreur. On leur a demandé des papiers, pas possible. Bon, bref, ils ont fini par arriver à Genève. La différence des petits points qu'on vous a mis là, c'est juste pour vous expliquer un peu quel genre de points, de lieux on a visité. Des lieux bleus, par exemple, ça va être des lieux qu'on va appeler naturels. Par exemple, on a été ensemble sur la source du Rhône, le glacier du Rhône. Et là, on a regardé entre scientifiques et Kogi, qu'est-ce qu'on pouvait se dire. On a été dans un autre lieu, quand on suit le Rhône, qui est la jonction entre le Rhône et l'Arve, merci Gilles, à la sortie de Genève. Et donc, ce sont des lieux écologiquement très particuliers. On a été aussi à la rencontre du Rhône et de l'Ain, où là aussi, il se passe des choses. Et puis, on a été au delta du Rhône. Voilà. Les points bleus désignent plutôt des lieux naturels. Les points jaunes désignent des lieux où nous pensons que ce lieu est sacré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sacré ? Je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures. Par exemple, une cathédrale. On a été à la cathédrale de Lausanne. Et pour nous, c'est un lieu sacré. Alors, on fait visiter au Kogi. Qu'est-ce que vous pensez ? Pour nous, c'est sacré. Pour vous, ça vous évoque quoi ? Et puis après, eux ont pris un lieu. C'était les sources... comment ça s'appelait là où on a été, les sources, j'ai oublié leur nom. Ouais, les sources thermales, voilà. Et eux disent, nous, c'est pas des cathédrales, les lieux sacrés, c'est par exemple une source thermale. Ça, pour nous, c'est un lieu beaucoup plus intéressant au sens sacré du terme. Donc on a essayé déjà de se dire, qu'est-ce qu'on met derrière ces trucs-là, sacrés, et qu'est-ce que ça veut dire concrètement sur un territoire ? Et les lieux verts, c'est des lieux plutôt
qu'on appelle, nous, des parcs urbains, c'est-à-dire des espaces de nature en ville. On a été au parc de la Fessine à Villeurbanne, qui sont 50 hectares à Villeurbanne, dans la banlieue de Lyon, au bord du Rhône. On a été au Bois Saint-Martin, qui est quand même très en zone urbaine, même s'il y a 250 hectares, je crois, à peu près de nature. Mais c'est des zones complètement en zone urbaine. Et la première question que posent les Kogi sur ces espaces, c'est pourquoi vous appelez ça un parc ? Et rien que cette expression, on en parlera un peu avec l'idée de château d'eau, rien que les mots qu'on utilise, on se rend compte que déjà ils sont porteurs de sens. Et là, ils nous ont dit pourquoi vous appelleriez pas ça école ? C'est-à-dire un lieu où on peut réapprendre, retrouver la nature. Voilà, par exemple. Donc, plus de 35 scientifiques, 18 espaces qu'on a visités. Cette question du corps territorial qui a interrogé pas mal de participants sur un corps territorial des fonctions. Si on garde l'idée d'un corps, poumon, cerveau, c'est un peu déroutant pour nous, avec des enjeux pas évidents, la traduction, parce qu'on passait du Kogi à l'espagnol, au français, parfois à l'anglais, donc on a vite fait de déraper, d'interpréter, de ne pas se comprendre. Des projections, ils ont tout compris, c'est des chamans, c'est magique. En même temps, faut pas. Les sociétés autochtones savent très bien jouer avec nous selon ce qu'on attend pour nous construire aussi des récits, donc il faut faire attention. Et puis le dialogue, comment se respecter vraiment dans nos manières de voir les choses, sans chercher à se convaincre, sans chercher waouh. Donc on a tenté ce petit chemin. Jusque-là, ça va ? Alors, on va passer un peu aux quelques pépites qu'on vous a gardées pour ce soir. Et je voudrais juste vous présenter Jérôme Gaillardet, qui ce soir va être notre grand témoin et qui va nous écouter, qui va il va prendre des notes. Et Jérôme Gaillardet a écrit un livre, entre autres, La Terre habitable. Et je me rappelle, quand j'ai lu ce livre, une phrase m'a fait sursauter. Si je la prononce bien, si je la déforme pas. Sur les montagnes, dis-la toi, je dirais moins de bêtises. Ah bah si, tu la connais, c'est toi qui l'as écrite, non ? Tu te rappelles pas ? Les montagnes parlent. D'une certaine manière, les montagnes... En tout cas, à travers les montagnes, on peut découvrir des choses. Et les Kogi n'arrêtent pas de dire, les montagnes, à leur manière, les montagnes parlent. Alors, je m'étais dit, un scientifique qui raconte un truc comme ça, c'est un Olybrius qu'il faut absolument qu'on rencontre, parce que je ne sais pas si les montagnes parlent, mais en tout cas, on peut en parler, on peut regarder ce que ça veut dire pour les Kogi et pour un scientifique. Et je vous conseille vraiment cette lecture, parce qu'elle nous emmène dans des dimensions du territoire, de la compréhension de ces dynamiques qui sont... novatrice, tu nous en parleras tout à l'heure. Donc Jérôme sera observateur, il va nous écouter et viendra nous partager ses réflexions à l'issue de cette petite soirée. Il y a quand même une phrase que j'avais aussi notée qui apparaît là. La recherche originale se mène aux interfaces dans les interstices des disciplines établies. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur cette petite remarque que j'ai aussi attrapée dans un livre ? Tu dois avoir un micro là, il faut que tu mettes sur on. Sous-entendu, est-ce qu'il faut chercher des interstices pour pouvoir faire de la... Je ne sais pas si c'est de la vraie recherche, mais trouver des choses. Un des obstacles de la recherche aujourd'hui en environnement, c'est que les disciplines universitaires ont été extrêmement séparées par l'histoire des sciences. La géologie, l'écologie, l'hydrologie, celui qui travaille sur l'eau, il ne travaille pas sur les roches. Or, l'eau interagit avec les roches. Comprendre l'eau, c'est comprendre comment ces roches se sont formées et comment elles interagissent, se dégradent au contact de l'eau. Donc on est, en tout cas, dans nos disciplines, et pour l'étude un peu systémique de l'environnement, dans une phase de reconnexion des disciplines. Et c'est probablement là que ma citation est arrivée. Si les montagnes parlent, c'est que quand on les équipe, on les instrumente avec les capteurs qui vont bien, elles nous racontent des choses sur où passe l'eau, combien de temps elle met pour s'infiltrer avant de ressortir. Comment elle transporte des minéraux et comment elle informe le territoire. Comment elle transporte une forme d'information effectivement dans le territoire. Donc ce qui est intéressant, je pense que c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est que finalement, toute une partie des scientifiques essayent de reconverger vers une approche systémique des territoires, de l'étude de nos territoires, qu'on a un peu perdu de vue, et avec leurs connaissances à eux, les Kogi, ressentent ça. Et toi, tu travailles sur un espace très particulier. Alors, on a défini ce qu'on appelle la zone critique de la Terre, qui finalement est la partie habitable de la Terre. En fait, à bien y réfléchir... Elle est minuscule. La vie sur la Terre, elle se concentre sur un biofilm, un film très très fin à son extrême surface.
Pourquoi ? Parce qu'en profondeur, il n'y a plus d'espace, tout simplement, c'est comprimé, il fait chaud, la vie ne peut pas se développer, l'eau ne peut plus circuler. Et donc la pellicule vraiment dont il faut prendre soin pour que l'espèce humaine se maintienne sur cette planète, c'est une toute petite pellicule, c'est un voile à la surface de la planète. Voilà. Et c'est ça qui est important et qui nécessite ces alliances ou ces réalliances entre des disciplines que l'histoire des sciences a séparées, qui souvent ne parlent plus les mêmes langages. Tu parlais des langages, même à l'intérieur des communautés scientifiques. On ne se comprend plus. On ne se comprend plus. Et c'est quand même inquiétant, si on arrive à se parler entre nous. Et quel est l'enjeu, d'après toi, que ces regards arrivent à se croiser ou à se recroiser ou à se reparler ? Les enjeux, c'est ce que j'essaye de faire dans le livre, c'est d'avoir un autre discours sur ce que dans notre société occidentale on appelle la nature, mais que les Kogi n'appellent pas la nature. Non, ça n'existe pas. Pour eux, ça n'existe pas. Et bon, je ne suis pas le premier à le dire, des grands philosophes ont travaillé là-dessus. La société occidentale a soigneusement séparé les affaires des humains des affaires naturelles, d'un cadre fixe qui ne bouge pas, etc. Or, on s'aperçoit aujourd'hui, en particulier avec le changement climatique, mais il y a de loin pas que ça, que ce cadre fixe, qu'on nous présentait comme fixe, on le reprend dans la figure. Et que si on veut rester sur cette planète, la seule manière, c'est de coexister avec ce décor qui n'est absolument pas fixe, qui bouge de partout. L'eau, ça va, ça s'infiltre. On parle de désimperméabiliser les sols. Ça veut dire qu'on prend conscience que quand on met du béton sur une surface, on condamne le cycle de l'eau, qui est pourtant la ressource dont nous dépendons, dont nos sols dépendent, etc. Donc cette reconnexion à la Terre, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit, que la culture occidentale, mais que d'autres cultures n'ont pas complètement oublié. Voilà, cette reconnexion à la Terre par la culture occidentale est absolument nécessaire et elle nécessite des alliances. Alors entre scientifiques, bien sûr, mais au-delà, avec des sciences dites humaines, puisqu'on a aussi très bien séparé des sciences naturelles humaines. Des sciences humaines, ce qui est encore une autre problématique. Et puis aussi, au-delà, avec tout le monde, avec la société. Il ne faut plus que le scientifique apparaisse comme celui qui sait et qui va expliquer ce qu'il faut faire, pas faire, dans une relation souvent ambiguë avec les preneurs de décision ou le monde politique. Donc, il faut retravailler à ce que j'appelle une politique de la Terre, avec d'autres, une politique de la Terre. Comment créer ces alliances nécessaires avec la Terre pour que nous puissions tout simplement nous maintenir sur cette planète. C'est un enjeu de premier ordre, maintenir. Et tu penses qu'un dialogue avec les peuples autochtones, dont les Kogi, c'est un bel interstice ? En tout cas, c'est une forme de connaissance dite ancestrale qui n'est pas passée par cette fabrique de la modernité occidentale où on n'a pas tout séparé soigneusement. Et c'est une source d'information importante. Voilà. Merci Jérôme. Donc si tu acceptes d'être notre grand témoin pour ce soir, tu viendras nous dire qu'est-ce que tu as entendu comme information. Si on continue notre petit voyage, merci à toi. Si on continue notre petit voyage avec la petite zapette, je voudrais poser à Claire une question. Anthropologue, ethnobotaniste, vu de ta fenêtre, ça fait quoi une ethnobotaniste ? C'est quoi le travail d'une ethnobotaniste ? Alors l'ethnobotanique, c'est l'alliance entre deux disciplines scientifiques qui sont d'une part l'ethnologie et d'autre part la botanique. Donc en fait, les plantes sont une porte d'entrée pour découvrir des systèmes de fonctionnement de société, d'effets de société. Et comme on a eu une petite réunion de préparation tout à l'heure, tu disais que quand on avance dans la connaissance de ces sociétés, tu travailles beaucoup au Mexique, avec une société dont je te laisserai prononcer le mot pour ne pas la déformer. Alors, ce sont officiellement les Aztèques, pour nous autres occidentaux, et en fait qui s'appellent les Nahuas, et qui parlent la langue nahuatl. Et tu dirais, de ton point d'expérience, que parfois la science redécouvre des choses que ces sociétés savent depuis longtemps ? Bien sûr. Tu as un exemple ? Oui, par exemple, la plante sur laquelle je travaille depuis plusieurs décennies, on va dire, qui s'appelle le Siwa Patli. Siwa, ça veut dire femme en nahuatl, et Patli, c'est synonyme herbe ou remède ou médicament.
Cette plante donc, est utilisée par les sages-femmes traditionnelles depuis des millénaires pour avorter dans les 2 premiers mois de la grossesse, pour prévenir une fausse couche vers le 7e, 8e mois, ou encore pour accélérer l'accouchement quand la parturiente est à 7-8 de dilatation. Cherchez l'erreur. Et alors nous, nous, modernes, on a accepté ces connaissances ou qu'est-ce qu'on en a fait? Alors nous, modernes, il se trouve, moi, à l'âge que j'avais, c'est-à-dire très jeune et ne comprenant pas grand-chose, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qu'elle me raconte? C'est complètement aberrant, c'est antinomique, etc., etc. Et là-dessus, donc, on a fait des recherches en laboratoire et on s'est aperçu qu'en analysant la plante, elle avait des inversions d'effet en fonction de la progestérone présente dans le plasma. Donc ces femmes, soi-disant analphabètes et tout ce que vous voudrez, qui n'étaient jamais allées à l'école, savaient parfaitement quel dosage, quelle posologie, quel mode de préparation pour quel objectif thérapeutique. Et là-dessus, il y a eu il y a eu quasi 70 ans de recherche sur la plante où on a prouvé effectivement en pharmacologie que la plante est utérotonique, qu'elle déclenche les contractions au moment de l'accouchement, etc., etc. On a prouvé un certain nombre de choses. On a isolé certains actifs en se disant qu'on allait les utiliser pour faire un contraceptif naturel, etc., etc. Et là-dessus, on s'est rendu compte que non seulement ça ne fonctionnait pas, mais c'était toxique. Donc, en fait, 70 ans de recherche pour se dire que finalement, c'est l'ensemble des actifs de la plante qui fonctionnent dans le mode de préparation traditionnel des sages-femmes depuis des millénaires. Est-ce que d'après toi, puisque c'est ton métier, on peut dire ça comme ça, d'essayer de dialoguer de ton point d'observation avec ces mémoires et ces sociétés, ce genre de dialogue a du sens pour toi? Ce dialogue est indispensable en fait, indispensable parce que sinon on a une perte de la diversité culturelle en fait et une perte de transmission parce que la plupart de ces sociétés justement, on n'est pas du tout au Mexique dans le même cadre qu'on peut être en Colombie avec les Kogi. C'est des populations qui sont très acculturées et donc qui ont une perte d'identité, une perte culturelle très importante. Donc ce dialogue est une nécessité pour pouvoir d'abord montrer la précision de ces savoirs traditionnels, mais aussi permettre qu'ils puissent perdurer. J'avais noté une phrase de Lévi-Strauss qui disait « Il n'y a pas de société plus ou moins, il y a juste des manières différentes de répondre aux mêmes questions ». Tu valides? Je ne me permettrai pas d'invalider Lévi-Strauss. Cependant, je pourrais même dire, je vais citer une phrase d'Arrego Sess, le gouverneur Kogi, qui a dit ce n'est pas possible le dialogue n'est pas possible quand on ne parle pas le même langage, mais on peut se comprendre parce que nous nous comprenons avec le cœur. Donc, effectivement, ça dépend de ce qu'on entend par dialogue et dans quel état d'esprit on est quand on dialogue. Je demanderais bien à Gilles, ton voisin, qui est dans les sciences dures, se comprendre avec le cœur, ça te dit quoi, toi? Sachant que, effectivement, moi, je viens des sciences molles. Juste comme ça, une petite réaction, ça te parle dans ton univers? Joker. Joker, il a dit Joker, se parler avec le cœur. Pourtant, je ne vais pas te rater tout à l'heure, hein, t'inquiète pas. Donc voilà, là, on était au début du glacier du Rhône et les réactions qu'il y a eu, donc les sources du Rhône. On ne verra pas ce soir, c'est sur un autre film, mais on mettra les films en ligne. Hein. Beaucoup de tristesse. Je crois qu'on a tous été, Gilles, tu étais là, hein, on a tous été saisis par ce qu'on a découvert. Tu veux donner un tout petit témoignage sur notre arrivée sur le glacier? Donc on est aux sources du fleuve qu'on essaye de remonter ou de redescendre. Oui, alors... c'est vrai que c'est toujours surprenant quand vous êtes en montagne dans ce fin de mois de septembre. Excuse-moi parce que je ne t'ai pas présenté. Donc, Gilles Mulhauser, écologue,
directeur de l'Office cantonal de l'eau de Genève. De Genève, voilà. Je t'en prie. Et donc le glacier n'est pas à Genève, puisque Genève culmine à 600 mètres d'altitude. Donc on est monté jusqu'au glacier, et c'est vrai que vous voyez la lumière, c'est ces lumières de quasiment d'été indien de chez nous en montagne. Donc la situation est parfaite, l'air est parfait, tout est splendide. Vous voyez les grands sommets de 4000 mètres au loin. Et vous arrivez sur ce glacier tout gris. Avec des bâches, il y avait des bâches en bas. Avec des bâches qui permettent, soi-disant, de sauvegarder une grotte touristique qui est creusée chaque année depuis 150 ans. Il y a une concession qui est accordée à une famille valaisanne pour faire ce tourisme-là. Et j'étais l'année précédente sur le site. Le glacier a déjà reculé de 50 mètres en une année. Il a perdu 16 mètres d'épaisseur. Et donc là, vous ne voyez pas la fin du glacier, mais ça monte encore jusqu'à 3600 mètres d'altitude. Donc il y en a encore quelques kilomètres. Mais les scientifiques nous prédisent que ce glacier aura potentiellement disparu en 2080 ou en 2100. Et les Kogis nous ont dit, donc on est très triste. On voit bien que le glacier tout gris, c'est comme si vous aviez votre mer Blanche, donc votre cerveau qui était tout gris. En plus, il commence à y avoir des espèces d'éléments de vérole, c'est-à-dire que vous avez des cratères dans le glacier qui commencent à fondre, comme si vous aviez des trous dans le tissu conjonctif, on va dire comme ça, ou dans le tissu cérébral. Et pour eux, il est absolument impossible, dans ces lieux-là, de marcher sur un glacier. Normalement, c'est des lieux qui donnent toute l'information au bassin versant. Et donc, c'est des lieux sur lesquels seulement certaines personnes peuvent éventuellement aller chercher de l'information. Mais la plupart des gens comme nous, en fait, ne sont pas censés marcher sur ces lieux-là. Et puis les montagnes autour, vous voyez, c'est a priori la boîte crânienne qui est censée préserver le glacier. Là, vous voyez les moraines, donc les parties grises qui sont à mi-pente. C'est là où le glacier arrivait il y a encore 60 ans de cela. Et le glacier descendait 1,5 km encore en bas dans la vallée. Mais tu es d'accord, si tu te souviens qu'il y a eu ce saisissement quand on est arrivé de fou, oh la vache. Alors effectivement, d'abord, donc les Kogis, quand ils arrivent dans un territoire, ils prennent le temps je dis du conciliabule, mais en réalité, comme je suis incapable de mesurer l'énergie qu'ils partagent silencieusement, parce que je n'ai pas ce don-là, je pars du point de vue qu'effectivement, ils s'adressent, ils s'imprègnent du territoire, ils le lisent de façon silencieuse. Et puis après, quand on a commencé à partager, ils ont exprimé un sentiment. D'ailleurs, la saga, Carmen, s'est tue assez rapidement parce qu'elle avait l'impression d'être dans un lieu de deuil. Et elle n'a plus rien dit, en fait. Et en montant au glacier, elle avait même le mouchoir sur le nez. Je n'ai pas réussi à interpréter ce geste. Est-ce que c'était que malgré ce que je vous décris comme situation idyllique pour nous quand on va en montagne, déjà pour elle, il y avait une information, une humeur qui arrivait depuis le glacier qui ne lui convenait pas. Je ne sais pas, je ne peux pas l'interpréter. Merci Gilles. Là, merci beaucoup. On va faire un petit voyage par le biais d'images. Donc je profite pour dire à la régie qu'elle soit prête à appuyer sur le bouton. On va aller voir ce qu'on appelle une capsule vidéo. Donc j'en profite pour remercier Michael qui est derrière la caméra, qui nous a fait cette capsule vidéo. Donc on va se transporter dans le Massif central, où on a vécu une expérience avec nos 5 amis Kogis. Et combien il y avait de scientifiques, pour ne pas dire de bêtises, une vingtaine, 15, 20, 15, 10, 3. Allez, une douzaine, comme les huîtres, il y avait une douzaine de scientifiques. Et le sujet tournait autour de la radioactivité, l'uranium, puisque c'est une ancienne mine d'uranium, avec des effets de radioactivité sur le territoire. Le minerai d'uranium, quels sont les regards du scientifique, quel est le regard des Kogis. Et alors l'uranium, c'est très compliqué, parce que les radiations, on ne les voit pas. On les perçoit, mais elles ont un impact, mais on ne les voit pas. Donc comment expliquer des Kogis un phénomène invisible? Donc, ça a été un peu compliqué. Donc on va regarder ces petites séquences, et puis on retrouve nos invités, Gilles et Nathalie, après, pour avoir
leurs réactions. Donc si on peut envoyer la petite séquence, ce serait super. Les pierres et minerais, ne seraient-ils que matière inerte, simple ressource à disposition de nos sociétés modernes, ou recèleraient-elles d'autres secrets à l'origine de la vie ? Là, je sens en fait qu'il y a deux cultures qui à un moment donné étaient ensemble, probablement, c'est un peu comme ce qu'on a dit tout à l'heure. Ils se sont séparés, et là, avec cet exercice-là, grâce à ce projet-là, j'ai un peu le sentiment que ces deux cultures-là se rapprochent et on est à l'interface. Et je suis sûr qu'au niveau de cette interface-là, il y a des belles choses qui vont naître. Ce projet, c'est le projet Chikwakala. Projet de dialogue entre deux cultures, deux regards. Celui des sciences modernes et celui des connaissances ancestrales des Indiens Kogi de Colombie. Une culture héritière de 4000 ans d'histoire ininterrompue. En septembre 2023, à l'initiative de l'association Chendukua, c'est ce dialogue improbable qu'ont tenté une dizaine de scientifiques, spécialistes en physique et biologie nucléaire. Lorsqu'ils ont accueilli 5 représentants Kogi, derniers héritiers de la société précolombienne des Taïronas. Le site de Rofin est situé dans le Puy-de-Dôme et a vu l'exploitation du minerai d'uranium sur une partie de son bassin versant entre 1948 et 1957, avec plus de 30 000 tonnes de résidus hérités des activités minières. L'objectif de leur projet de recherche, étudier les effets de la radioactivité naturelle sur les écosystèmes. L'objectif de ce dialogue, les pierres, et plus particulièrement un minerai fascinant, l'uranium. Ces deux regards sur la vie et ses mystères, vont-ils pouvoir se rencontrer, se comprendre ? Les Kogi ont-ils des connaissances que la science moderne ignore ? Voilà, c'est un granit. Et là, la particularité en plus, c'est que la partie verte, ici, c'est de l'uranium. La parte verde aquí que aparece, eso es uranio. Bien, en la sierra igual está color. El del trueno. Unas bolitas chiquitas, chiquitica. Una bolita chiquitica, única saben los mamos. ¿De qué color? Para que ¿El mismo color? es el mismo color. ¿De verde así? Igual es el mismo color. Verde. Pero es una piedra así chiquita. Dicen que todas las que volvió, como está diciendo él. O sea, para nosotros no es tanto estudiamos, sino que quedó física una piedra chiquita. Sí. Esas son del trueno. Y esos son lo que ellos, ese trueno es lo que levanta cuando unos rayos que se levanta por segundo, se va una rayo tremendas. Cuando comienza a hacer daño, lo vamos a hacer trabajo, la prevención con esas. Les minerais d'uranium, un sujet d'étude pour nos chercheurs, serait un support de communication pour les Kogi. Après en avoir expliqué l'origine, les scientifiques essayent maintenant d'illustrer ce concept de radioactivité, ou comment rendre visible un phénomène invisible. En fait, on a créé ici un brouillard, et quand un rayonnement va traverser ce brouillard, ça va créer des micro-gouttelettes. Et du coup, l'expérience qu'on a faite, c'était on a mis l'appareil dans notre pièce, et il se trouve qu'on est sur une faille où il y a de l'uranium, et donc naturellement, dans la pièce, il y a du radon. Et vous voyez, en fait, vous voyez les traces, là ? Donc ça, c'est des particules qui sont émises par le radon. Donc quand on parle d'énergie, en fait, c'est l'énergie qu'on voit ici. Là. C'est la particule qui est émise et qu'on voit. Ces deux regards sur la vie et ses mystères, peuvent-ils dialoguer, se comprendre, ouvrir de nouvelles voies, de nouveaux chemins de connaissance? Entonces, lo que quería decir
como nosotros no hacemos este estudio como acá, Nous, on fait pas vos études somos comme vous. naturalmente On a juste des el connaissances espacio naturelles. sagrado, Les espaces sacrés pero donnent ces informations. sabemos que ese espacio sagrado es muy peligroso On sait que ça, en la conexión de la radio. c'est très dangereux. Entonces en hay lien un avec objeto ces encima rayonnements. para mostrar nada más, pero la más fuerte está más abajo. Entonces, cuando un daño relámpago, un daño al pueblo le hace o la cosecha, ellos hacen la prevención. Quien más está preparado viene, hacen su prevención en eso. Y el rayo hace el daño, la montaña también. El rayo lo destruye los cerros, las montañas, las tierras. Entonces el mamo hace un estudio, hay que prevenirlas. Y ellos van, hacen su prevención para que la montaña esté sanos, ¿sí? Importante conocer la montaña adentro, o sea, como dentro de la barriga, o sea, conocer, o sea, saberla. Nosotros no entramos físicamente, entramos simplemente la conexión. Conexión, giramos. Conexión, ¿sí? Más es, no hacemos estudio destruyendo, no hacemos estudio, o sea, para hacer estudio no lo partimos ninguna cosa, no destruimos ningún taponamiento, sino que simplemente es, el mamo saca la historia, el conocimiento. Esa piedra, desde quién fue ese personaje, ellos cuentan la historia, como fuera ayer. Solamente en la cabeza no tenemos Biblia, sino es con nombre de piedra, con nombre de piedra y nombre de espacio, y el nombre de espacio, el nombre de sitio sagrado, objeto, nombre, con eso va, como puso el Señor, ponerle en la pantalla, empezamos a girar, o sea, no se ve, ¿sí? Pero puro en conocimiento. Mi espacio es así, su científico es así, la mía es así. El objeto, como leemos, la dimensión, nosotros también tenemos 9 dimensiones para hacer el estudio, 9 dimensiones. Cada dimensión hay un problema, o sea, cada dimensión hay una dimensión. Hablan los mamos dimensiones, ¿sí? Entonces, pues creo que mucho más claros la presentación de videos, mucho más el objeto, mucho más la piedra que viene de arriba. Entonces, pues simplemente quería manifestarle bajo esta roca, porque en el pueblo indígena, para nosotros la roca es tablero, para la roca es como una silla, la roca es como un jefe, porque estamos hablando de montaña, o sea, tenemos que hablarle al mismo roca para que nos lleve el mensaje. Por eso mismo, todo mamo se sienta bajo una roca, no se sienta. Bueno, física, acá lo físico es como alcalde, toca sentar al frente, toca sentar directores, toca sentar al lado de los profesores. Sí, en la cultura nuestra es de la naturaleza, es bajo los jefes de las rocas. Hablamos, nos conectamos. Lo que estamos charlando, señores de conexión de esto, nos está escuchando. Algo van a hacer por mí, algo van a hacer por nosotros. Ella, que aquí es el sitio, debe estar como una feliz. Uy, llegó una luz. Están hablando algo por nosotros. Están charlando algo por nosotros. ¿Sí? Votre gouverneur a dit plusieurs fois un mot qui nous a marqué, le mot pédagogie. Voilà, donc je pense que c'est quelque chose qui est né de cette rencontre et c'est par ça qu'on peut commencer. Voilà. On a appris à se comprendre. On a échangé là, ce moment, cette heure. Je voudrais qu'elle continue encore plus, quoi.
Et moi, j'ai vraiment besoin de prendre un peu de recul avec tout ça. Mais plutôt, parce qu'il y a beaucoup de confusion en fait. Parce que j'ai besoin d'avoir toutes les informations qui ont été dites pour quelque part me poser. Et après, ce qui m'a marqué, je pense qu'effectivement, c'est le fait que vous entendiez. Sérieusement, pour moi, c'est difficilement compréhensible. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est cette joie commune que l'on avait, comme une rencontre entre des enfants qui se trouvent des points communs tout d'un coup. Donc Michael Lézé Productions, merci à toi pour le travail. Ça vous a fait un petit peu voyager dans cette expérience. Alors évidemment, vous, sans doute, comme on a la chance d'avoir les protagonistes de ce petit bout de film parmi nous, Gilles dit dans le film, Gilles Montavon, directeur de recherche au CNRS, radiochimiste, dit « j'ai besoin de prendre du recul ». Donc là, ça fait 6 mois. J'ai envie de lui dire « alors, ce recul, Gilles, qu'est-ce que t'en gardes ?» Alors, pour lui laisser le temps de réfléchir, c'est une question un peu chiante quand même, sur une démarche comme celle-là, on peut prendre 2 voies possibles. Il y a le fond. Les Kogi nous expliquent, alors c'est pas évident la traduction, mais que par l'esprit presque, ou la méditation, vont rentrer en lien avec les pierres, avec l'énergie des pierres. Ils ont des critères de couleur, d'odeur, de chimie qui sont très très précis. Donc c'est vrai que ça peut être un peu déroutant pour nous. Et puis après, il y a les modalités, il y a les questions que ça vient nous poser comme être humain. Donc avec 6 mois de recul, on te voit un moment dans le film, tu es comme ça. Alors j'ai bien préparé la question. Donc, comme vous l'avez vu dans le film, j'étais fatigué, il y avait beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations que je ne comprenais absolument pas. Et je pense qu'il ne faut pas essayer de comprendre, ce n'est pas l'objectif. Et aujourd'hui, malheureusement, je n'ai pas ce recul-là, puisqu'on n'a pas commencé à revoir les retranscriptions. Pour moi, je découvre des choses, donc ce travail-là, on va le faire. Mais c'est vrai, ce que tu disais, il y a l'autre aspect, c'est qu'à l'époque, moi, j'étais intéressé par ce diagnostic. Alors, je ne suis pas anthropologue, je ne suis pas sociologue. J'étais curieux, voilà, parce que je suis persuadé que ces gens ont des savoirs, c'est pas des... Excuse-moi, dans ton univers, les gens curieux, il y en a beaucoup ou tu es un phénomène? Je ne sais pas. Joker. Joker. Je ne sais pas combien j'en ai. Non, ça peut être compliqué. Ça peut être très compliqué. Et là, tu m'as perdu. On était sur le fond, tu dis que tu as encore besoin de recul et que tu vas analyser les informations, mais que tu étais curieux. Voilà, effectivement, moi, c'est de la curiosité. Je me disais, par exemple, la radioactivité, est-ce qu'ils la connaissent? Il y a des anthropologues qui ont travaillé là-dessus et d'autres peuples ancestraux les connaissent la radioactivité, donc il y avait une curiosité. Mais c'est vrai que je me suis posé la question et je me dis, mais aujourd'hui, quelle serait ma question? Et là, j'ai une question très précise. C'est qu'on ne l'a pas montré ici, mais on a un site sur lequel on travaille, donc dans une approche interdisciplinaire avec plein de scientifiques de différentes disciplines. Donc on a une zone humide qui a été contaminée par l'activité minière. Donc on va caractériser cette contamination et notre question à tous, c'est de savoir si l'écosystème s'est adapté ou pas à ce stress. Donc on observe, on instrumente un petit peu aussi, et pour ça on a besoin de travailler avec différentes disciplines. Donc c'est ça le travail intéressant qu'on fait ensemble. Et aujourd'hui, après 9 ans, il n'y a pas un indicateur qui nous indique qu'il y a vraiment un stress de l'environnement. On a regardé les micro-organismes dans le sol, dans les plantes, enfin pas moi, des collègues, les oiseaux. Les plantes, par exemple, qu'elles aient les racines dans la zone contaminée ou la même plante dans les racines dans une zone non contaminée, elles se développent de la même manière. Du coup, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de raison de dire qu'il y a eu un stress. Voilà. Donc ça, c'est notre sujet d'étude. Et le Kogi, il nous dit, là, votre site, il est abîmé. Alors, on peut penser qu'abîmé par rapport au fait qu'on a extrait, mais ce n'est pas ça. Il s'agit de ce que tu disais, c'est vrai qu'il y a la saga, elle avait un mouchoir tout le temps. Donc, ils ont perçu des choses. Et du coup, aujourd'hui, ma question, elle n'est pas la même. Je dis, mais finalement, il faudrait qu'on travaille ensemble. Parce que la question que l'on a, vous pouvez nous apporter des choses. Et là, ça devient compliqué.
Parce que nous, en science, on considère, on a des théories, on observe. Et la question pour moi, c'est comment on pourrait intégrer ces savoirs expérientiels, j'appelle ça expérientiel, dans nos approches, parce qu'ils ont perçu des choses. Et ça, on est au-delà, puisque finalement, on pourrait travailler ensemble pour répondre à cette question de diagnostic. Voilà. Et ça, je trouve ça super intéressant. Et tu évoquais d'autres sociétés qui ont eu d'autres sociétés autochtones. Nathalie, tu as un exemple de société autochtone qui aurait déjà identifié, juste pour ne pas faire de bêtises, nous, l'uranium, les radiations, tout ça, on découvre ça quand ? Je crois que c'est 1890, par là. Dans ces années-là, c'est 1898, Henri Becquerel. Donc ça, c'est nous qui découvrons tout doucement qu'est-ce que c'est que la radioactivité. Voilà, l'énergie est reliée à la radioactivité, oui. Et tu connais des sociétés dites autochtones qui auraient évoqué ces sujets-là avant que nous en parlions finalement? Alors, évoquer ces sujets-là, en tout cas, qui percevaient des choses autour de ces sujets-là, probablement. Il y a les aborigènes en Australie, dans le parc de Kakadu. Il y a un territoire qu'ils appellent Sickness Country, qui est un territoire granitique et où on constate que le niveau de radioactivité naturelle moyen est largement supérieur au niveau ambiant normaux. Et sur ce territoire-là, donc il y a des aborigènes qui y vivent depuis 50 000 ans. Et ils ont un mythe qui date du Dreamtime où ils disent que c'est le créateur du territoire le Bula qui est venu sur leur territoire et qui a été piqué par un serpent et qui s'est camouflé dans la terre pour se soigner et qui est ensuite parti et qui reste une empreinte forte et puissante de Bula, donc du créateur, dans cette zone-là. Et cette empreinte-là, source de puissance, est aussi un danger. Et il ne faut donc pas creuser et extraire des minerais dans cette zone, puisque ce sont des minerais qui sont dangereux parce que puissants. Et ce Sickness Country correspond exactement, enfin, les limites de cet endroit correspondent aux zones de radioactivité les plus fortes. Et on retrouve aussi des traces de peintures rupestres qui racontent également ce mythe dans cette zone-là. Donc ça date de 50 000 ans. Donc ça va un peu dans le sens de ce que tu disais, Claire, par d'autres voies, puisque ce sont des gens incultes et enfin, au sens de notre sens à nous qui savent ni lire ni écrire, ils auraient découvert, ou je ne sais pas si c'est découvert au sens où nous on l'entend, mais connaissance en fait de ces phénomènes. C'est ça, ils auraient perçu par d'autres voies, par des voies empiriques, qu'il y avait effectivement des dangers dans ces zones-là, et puis une puissance énergétique, ou en tout cas quelque chose associé. Ça te fait quoi, Gilles, de te dire que des gens ont découvert ce que tu découvres depuis 50 000 ans? Je me dis... je dirais autre chose. C'est que finalement, ces discussions qu'on a eues, bon, c'était très court. Et on en parlait aussi un peu avant, c'est que finalement, peut-être que nous, on travaille sur pas des découvertes. On n'a pas découvert de grand-chose. On fait avancer la science, voilà, sur des points particuliers, mais peut-être qu'on a des redécouvertes à faire. Donc il faut peut-être revenir dans le passé pour apprendre certaines choses qui pourraient aussi nous aider dans ces problématiques environnementales. Donc je dirais plutôt ça. Je vais dire une bêtise, on pourrait aller dire au Canac, vous pourriez nous aider à redécouvrir des trucs qu'on a perdus. Ça, c'est une bêtise. C'est pas pour... Aujourd'hui, c'est vrai. Voilà, après, il faut avoir une méthode rigoureuse, mais effectivement, c'est des questionnements que j'ai aujourd'hui. C'est vrai. Et tu disais, Nathalie, on le voit un peu à la fin, dans les dernières images, une espèce d'euphorie de l'échange. Comment c'était ce moment que vous avez partagé? Si tu avais à décrire ce moment, quand on parlait du glacier, on disait qu'il y a eu de la tristesse en arrivant un peu, mais là, ce moment final, il était comment? Autour de la découverte commune de la radioactivité. Ouais. C'était vraiment une joie d'enfant, vraiment. C'était vraiment ça. Une grande émulation, tout le monde était excité. Je crois que même les coquilles étaient excités de se dire on se parle de la même chose. C'est ça. C'est incroyable. Oui, je les revois avec le compteur, quand j'avais le compteur Gégère là, et que je montrais la radioactivité sur le minerai d'uranium.
et le bruit de fond quand on montrait sur la Terre et la différence entre les deux. Et je me vois Harry Gossès me regarder et me dire mais teste-moi aussi, teste-moi, est-ce que je suis radioactif moi aussi? Et c'était vraiment, oui. Et est-ce qu'on peut dire que malgré les différences de langue, de culture, il y avait une complicité dans ce moment-là? Il y avait Oui, la complicité de se retrouver ou de trouver un point commun. Trouver des points communs. Sur cette pierre, sur ce minerai, sur le fait qu'il nous parlait aussi de sa puissance. Et puis, il nous a aussi dit, Harry Gossès, que donc, seuls les mamous pouvaient travailler avec. Donc, pour eux, c'était vraiment une pierre particulière. Mais ce qui était aussi important pour lui à dire, c'est que quand il travaillait avec cette pierre, d'habitude, les mamous, je pense, ils manipulent les pierres. Et celle-là, il disait, on ne la touche pas. C'est une pierre, les mamous la travaillent avec à distance parce qu'elle est dangereuse. Et ça, c'était un peu... Ça m'a vraiment étonnée et ça a résonné. Parce que c'est vrai que nous, c'est pareil. Cette pierre-là, la radioactivité, on ne la touche pas. On met des barrières en plomb, on met des télémanipulateurs pour ne pas la manipuler directement. Et du coup, je me suis dit, tiens, ces deux sciences... connaissent les risques dans les deux cas. C'est ça, et se rejoignent par des voies différentes et arrivent à des conclusions similaires. Merci beaucoup. Là, sur les retours d'expérience, on va arriver à nos amis suisses. Mais avant de leur laisser la parole, puisque Gilles, lui, c'est pas... Bien sûr qu'il a des compétences scientifiques, mais c'est qu'est-ce que je fais de ça dans mon métier? Je reviens comme directeur général de l'eau à l'ESA de Genève. Je retrouve mes 100 collaborateurs qui me disent « Qu'est-ce que tu as fait ce week-end ?» Et là, ça va être compliqué. Mais avant de te laisser la parole, vous allez prendre un petit temps, tournez-vous vers quelqu'un que vous ne connaissez pas à côté de vous. Mettez-vous par binôme, prenez 5 minutes pour échanger entre vous sur qu'est-ce que vous pensez de tout ce qu'on vous raconte là, depuis une heure. Donc allez-y, prenez un petit temps pour vous. Ça va vous sortir de votre apathie, autrement on va vous endormir. Tournez-vous vers quelqu'un, dites tiens, comment tu trouves ça? Pourquoi tu es là? T'es qui? Je vous en prie, vous avez 5 minutes, nous on va souffler pendant ce temps-là. Prenez quelqu'un que vous ne connaissez pas, mettez-vous par 2, par 3, papotez, tournez-vous. Bonjour, vous êtes qui? Pourquoi tu es là ce soir? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Gilles, tu nous as accueillis à Genève. Tu as été même un des premiers à emmener les Kogis sur le Rhône. D'abord, pourquoi tu t'es engagé dans cette histoire et comment tu as partagé ça avec tes collaborateurs? Alors, il y a plein de questions dans ta question. D'abord, pourquoi je me suis engagé dans cette histoire? À titre personnel, j'ai une sensibilité à cette pensée systémique et quand j'ai vu le descriptif du projet avec... Voilà, des personnes citées comme Michel Serres, Edgar Morin et tout, qui sont tous des Suisses, évidemment. Hein, non. Je me suis dit... Il ne va pas sortir de cette salle, il va pas sortir. Il y avait vraiment quelque chose à faire parce que tout à coup, il y avait une concentration de pensée systémique qui était à l'œuvre, déjà dans ce que vous prépariez de Chendukua. Donc à titre personnel, c'est important. Après, l'écologue qui biologiste de formation... Normalement, s'il veut bien faire son métier, il doit être systémique. On doit essayer de se parler entre pédologues, entre hydrologues, entre géologues, botanistes, zoologues, etc. Et c'est là où je peux commencer à répondre à ta deuxième question. C'est que quand on dirige une équipe de 100 personnes dans laquelle vous avez à peu près 40 spécialistes qui ont tous fait une formation académique supérieure, vous avez les super experts. Et donc, vous avez 3 chimistes qui sont super experts, des micropolluants, des microplastiques et tout ce que vous voulez, des PFAS, etc. Vous avez... Les quoi? Les PFAS, les polluants éternels. Vous avez entendu parler de ça ces derniers temps, donc ça va encore nous venir. Ensuite, vous avez des super hydrobiologistes, des hydrologues, etc. Mais je dois confirmer malheureusement ce que mes collègues ont dit avant, c'est que la plupart du temps, ils travaillent dans leur service, dans leur équipe, dans leur unité, avec beaucoup de joie, hein, beaucoup de compétences. Mais la grosse difficulté, c'est de partager une politique publique de façon systémique. Et en fait, quand vous devez, par exemple, préparer un programme de sensibilisation nature
Et je vous le donne comme ça, hein. Vous savez qu'on a un très beau lac qui s'appelle le lac Léman à Genève. Et en fait, quand vous avez des enfants qui sont dans une école à moins de 2 km à vol d'oiseau du lac et que vous n'en avez même pas la moitié qui est allé une fois au bord du lac dans sa vie, et même pas 2 qui sont encore montés sur un bateau, et je vous dis même pas de se baigner, ça veut dire que vous êtes à un niveau d'expérience de la nature qui est quand même très très faible. C'était une des remarques des Kogi, ils disent mettez vos enfants Voilà. Alors, dans quand la on est nature. à la cathédrale de Lausanne et qui nous montre les montagnes, les préalpes françaises, depuis la cathédrale de Lausanne, aller dans les montagnes, et bien évidemment, nous, on boit du petit lait en tant qu'écologue, parce que c'est un plaidoyer qu'on essaye de faire depuis 20 ans, et on ne doit pas saisir le message Kogi pour dire à nos élus, voyez, c'est bien ce que je vous avais dit depuis 20 ans. Et peut-être pour continuer sur ce registre, ce qu'il y avait de particulier dans ce voyage, c'est qu'on avait le gouverneur qui était là, hein, vous l'avez entendu s'exprimer dans le film. C'est souvent lui qui prenait la parole, hein, c'était vraiment le porte-parole, les autorités spirituelles ne s'exprimaient pas. Et quand on vous dit qu'aujourd'hui c'est la montagne notre gouvernement, alors en tant qu'écologue, je serais très content de parler tous les jours avec la montagne, beaucoup plus qu'avec mon élu peut-être. Et ça, c'est pas pour être médisant vis-à-vis des élus, mais vous savez que dans nos sociétés, les élus sont plutôt, notamment dans des situations de changement climatique, de pollution compliquée, ils ont besoin de l'expertise scientifique et ils ont tendance à se tourner vers nous pour dire qu'est-ce que vos experts vont me dire pour que je puisse prendre une décision. Et là, c'est très important. Le gouverneur Kogi, lui, se tait, met les mains derrière, demande à la saga et au mamou, rappelez-moi le nom de la montagne qui va me donner la réponse. Et en fait, c'est les autorités spirituelles qui donnent l'information au gouverneur. Mais attends, quand tu reviens dans ta entreprise et que tu expliques ça, il se passe quoi là? Alors, ce qui se passe, c'est que la pensée systémique et le fait que les gens travaillent ensemble, ça je pense que les gens l'entendent, ils sont même d'accord que très après, souvent... ça, là Voilà. Mais par contre, alors la notion d'autorité spirituelle, déjà, on a évoqué le mot sacré tout à l'heure, on est dans des états laïques. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un site sacré? Qu'est-ce que c'est qu'un site qu'il faudrait préserver? On a sans arrêt la confusion possible entre la politique publique de la conservation de la nature ou de la conservation du patrimoine et une politique, on va dire, publique plus ouverte sur une science narrative. L'eau, ça dépend des compétences de l'environnement, c'est ça? Alors l'eau, effectivement, chez nous, fait partie de la politique publique de l'environnement. Et il est vrai que quand on sait que les molécules d'eau, elles entrent, c'est ce que j'ai dit à plusieurs personnes chez nous, méfiez-vous, l'eau qui passe dans le Rhône finira bien par finir dans votre corps un jour ou l'autre. Et là, vous avez un grand silence, donc vous êtes plus dans une politique de la santé, probablement, que dans une politique de l'environnement. L'eau n'est pas un objet qu'on observe, l'eau est un sujet qui va finir par entrer en vous et vous donner de l'information. Et ça par contre, les collaborateurs l'entendent. Les collaborateurs sont conscients que l'eau véhicule une information sur un territoire. Elle a parcouru tellement de kilomètres, elle est restée 11 ans et demi dans le lac Léman. Entre le moment où elle entre dans le lac Léman en parlant l'allemand, puis qu'elle sort à Genève en parlant le français, et puis qu'ensuite elle arrive à Lyon en parlant le lyonnais, bah évidemment, elle véhicule une information qui est subtile. Hein? Et ça nous permet de sortir des lieux communs. C'est que vous entrez dans l'esprit du lieu quand vous êtes capable d'aller là-dedans. Quand notre cher gouvernement demande à la Suisse de l'eau pour ses centrales nucléaires, comment tu vois ça? Alors, l'accord va se signer cette année, j'espère. Hein. Comme ça nous mettra d'accord entre M. Macron et nous. Mais non, après, est-ce que l'eau, sa vocation première est de servir évidemment le refroidissement des centrales? Est-ce que l'eau, sa vocation première, c'est de lutter contre le point salé en Camargue? Parce que si le fleuve n'a pas suffisamment de puissance, quand il arrive à Arles en été, évidemment, c'est le sel qui va remonter et qui va poser des problèmes aux cultures de Camargue. L'important, c'est de discuter de tout ça de façon systémique et de ne pas entrer dans cette négociation sectorielle qui nous ferait prendre un accord idiot uniquement sur un usage de l'eau ou un usage industriel.
Et ça, les Kogis nous montrent l'exemple. Hein. C'est que ce qu'ils ont appris la journée en se promenant sur des kilomètres à travers leur territoire, ils le repartagent le soir pour dire, eh ben, toi, qu'est-ce que tu as appris? Si nous, on est uniquement dans une négociation entre les Suisses et les Français sur combien de mètres cubes il faut pour, évidemment, continuer à faire fonctionner les centrales nucléaires, je pense qu'on sera un petit peu à côté du sujet pour les siècles et les siècles à venir. Ah, c'est encourageant. Claire, est-ce que les sociétés avec lesquelles tu travailles ont un regard sur l'eau particulier? Comment elles regardent l'eau, ou c'est pas un sujet que tu abordes? Joker. Bon, il y en a déjà 3 qui ont été grillés. Mais pour ceux qui étaient là en 2018, une saga était venue et les Kogis expliquaient que l'eau est l'état qui porte une information avant l'état de la matière. C'est-à-dire dans la création de la vie sur Terre, dans leur vision, il n'y a rien. Puis il y a l'eau, et on sait que la planète Terre était recouverte par de l'eau. Puis après, les montagnes sont sorties et la vie est apparue. Et donc l'eau, c'est le féminin c'est l'eau. Et maltraiter le féminin, c'est maltraiter l'eau. Maltraiter l'eau, c'est maltraiter le féminin. C'est une dimension sensible du territoire qu'ils avaient abordé. Mais tu nous as pas dit comment ils t'ont regardé, tes collaborateurs, quand tu as commencé. Quand tu es arrivé le matin, tu as dit, voilà, je vais vous parler d'un truc. Comment tu as fait? Je pense déjà... je vais détourner la question en faisant une mauvaise plaisanterie, mais j'ai découvert que le mot fonctionnaire, c'était normalement celui qui était censé donner les bonnes fonctions à un territoire. Donc déjà, de dire ça à mes collaborateurs, ça donne un sens au travail. D'accord ? C'est pas uniquement de prendre des décisions administratives et juridiques. Et donc, partant de là, quand on propose de manière incitative et volontaire à des collaborateurs de venir un jour entendre parler des Kogis, eh ben, ils réagissent à peu près comme vous, quoi. C'est tellement passionnant. Il y a tellement de profondeur dans ce savoir ancestral que les gens sont intéressés de venir. Et en fait, probablement, moi, j'ai à peu près 1/3 de collaboratrices et 2/3 de collaborateurs, parce que les métiers de l'assainissement sont très connotés masculins. Et ben, je pense que j'avais à peu près la moitié des collaboratrices qui étaient là, et puis peut-être 1/3 des collaborateurs qui étaient là. D'ailleurs, on le voit ce soir, et on l'a vu encore l'autre jour. Cette approche sensible du territoire parle, à mon avis, mieux aux collaboratrices. Et ça, c'est aussi réjouissant. Donc, c'est aussi là où on doit faire évoluer notre management dans les métiers qui sont les nôtres. S'il y avait une idée que tu gardes de cette rencontre, pas une idée ou quelque chose qui t'a marqué, c'est quoi ? Alors, y a peut-être l'idée de départ qui est assez intellectuelle. Hein. C'était de me dire, même si elle est un peu gonflée, c'était de me dire si les sciences empiriques peuvent nous permettre de gagner du temps par rapport à l'urgence qu'on a aujourd'hui à trouver des solutions, si en fait la solution qui est proposée de manière empirique, elle est opérative ou elle a un effet concret sur le territoire, je ne vais pas encore passer des années à essayer de la prouver. Je la teste, et puis si elle marche, eh ben, on continue à faire les choses intelligemment ensemble. Donc d'un point de vue purement application de politique publique, l'empirique est suffisant probablement par rapport au scientifique qui viendra après redécouvrir les choses ou les confirmer. Ça va, Gilles? Voilà. Vous intervenez quand vous voulez. S'il y a un manque d'oxygène ou un truc comme ça, vous y allez. Hein. Et puis après, on va dire un peu plus tard, hein, parce que là, je pense qu'on n'a pas fini de découvrir tout ce que les Kogis ont à nous amener. Il faut aussi aller voir chez eux comment ça se passe, parce que c'est aussi bien d'avoir cette symétrie dans l'observation scientifique et sensible. Mais ça a une influence énorme sur la narration, c'est-à-dire sur le récit, sur le choix des mots. Et en fait, on voit, on l'a discuté tout à l'heure entre nous, si on dit que le glacier est le cerveau du bassin versant, qui possède l'information de tout le bassin versant, la plupart des gens comprennent assez bien. Si on commence à parler d'énergie, il va y avoir d'autres personnes ou d'autres politiques publiques qui vont nous dire qu'est-ce qu'ils nous racontent, etc. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on doit adapter le narratif à des choses qu'on n'a pas l'habitude, évidemment, de raconter de la même manière que notre technocratie, si j'ose être péjoratif vis-à-vis de nous. Je n'ai pas l'impression de faire de la technocratie dans mon quotidien, mais des fois, on peut être ressenti comme technocrate dans le service public
Là, il faut trouver un autre narratif sensible. Merci. Nos deux derniers invités, Isabelle Houot et Maëlle Lequet, n'ont pas vécu le diagnostic croisé. D'ailleurs, je ne sais pas comment on s'est rencontrés, je ne me rappelle même plus. Mais bref, on s'est parlé autour d'une question, merci pour le micro, autour d'une question qui serait la suivante et qui rebondit un peu sur tes propos, qui est de dire est-ce que nos esprits, nos mentalités, nos modalités de formation, par rapport à la remarque sur on abîme la terre, comment on pourrait la soigner, est-ce que finalement nos dispositifs de formation, pour prendre un jargon, soient adaptés à ce qui semble surgir de ce propos? Comment vous êtes donc chargé de recherche dans le domaine des sciences de l'éducation. On en est où? Est-ce qu'on est prêt à accueillir tout ça? Alors, c'est assez difficile de répondre à cette question sans avoir un discours a priori désespérant. Parce qu'à première vue, on pourrait dire non, on n'est pas prêt du tout. Parce qu'on a des établissements scolaires, des établissements universitaires qui sont dans des logiques de compétition, qui sont dans des logiques de développement qui ne questionnent très très peu finalement ces questions-là. Alors évidemment, je ne suis pas venue ici pour vous tenir que ce discours-là, ce serait très très triste parce que en même temps, je crois qu'il y a plein de signes et de signaux aujourd'hui qui vont dans un sens beaucoup plus positif que ce que je viens de dire là. Et je crois qu'on ne peut pas s'arrêter à ce premier constat. Je crois qu'il y a un grand paradoxe, c'est que je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un sentiment d'intranquillité, d'incertitude qui agite aujourd'hui l'ensemble de nos sociétés, que l'on soit au niveau de nos politiques publiques, des décideurs, que ce soit au niveau de nos dirigeants d'établissement, que ce soit au niveau des pédagogues que nous prétendons être. Je pense qu'il y a un sentiment d'intranquillité. Nous sommes tous conscients aujourd'hui que le monde de demain ne sera pas le même que celui d'aujourd'hui. Et je pense que nous avons appris ce qu'Edgar Morin nous conseillait déjà depuis longtemps, d'accepter l'incertitude. De dire finalement peut-être que enseigner, peut-être que grandir, apprendre, ça passe aussi par cette première acceptation de nous vivons dans un monde incertain et nous ne pouvons pas tout savoir, mais en revanche nous pouvons essayer de le comprendre chacun à notre manière. Et ça, je pense que pour moi c'est un signe d'espoir qui fait que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui bougent en même temps dans nos dispositifs de formation. Mais quand même, histoire de... Oui. On parlait d'un projet de recherche pour prendre les termes adéquats, et on s'est dit qu'on allait déposer un projet de recherche auprès de votre université, c'est ça? Et pour que ce soit recevable, il a fallu un peu le torturer, ce projet de recherche. C'est pas encore tout à fait facile d'explorer ce genre de chemin. C'est ni facile en recherche et c'est pas facile en pédagogie non plus, parce que on est, je pense en particulier en France, sur des modèles très transmissifs. Je veux dire, l'idée que pour former, il faut d'abord transmettre des savoirs que chacun va s'approprier en tant que tel. Et va en quelque sorte capitaliser et être capable d'utiliser. Or, c'est pas du tout comme ça. Je veux dire qu'on apprend vraiment. On apprend vraiment parce que ce qui nous est transmis, ce qu'on découvre résonne avec ce qu'on sait déjà, avec ce que nous sommes, la manière dont nous nous sommes construits. C'est ça apprendre finalement, c'est relier ce que nous avons, ce qui nous constitue déjà à ce qui nous apparaît de nouveau. Et je trouve que c'est très intéressant, c'est l'expérience qui est relatée là, parce que ça résonne très 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 fort avec ce que nous on essaye de faire en sciences de l'éducation, c'est-à-dire former des étudiants, former des personnes, parce qu'on forme autant en formation dite initiale, c'est-à-dire les jeunes gens, que des gens dits adultes. Je ne sais pas trop où est la frontière, mais en tout cas, c'est la terminologie qu'on utilise, c'est-à-dire des gens qui ont déjà une expérience. Et bien évidemment, ce qui est intéressant, c'est le partage d'expérience. Quand vous enseignez à l'université sur les sciences, que ce soit en sciences de l'éducation, en sociologie, nous on est sciences humaines, j'aurais du mal à parler des sciences dites dures, mais en sciences humaines, on parle de phénomènes humains.
Les phénomènes humains, chacun les vit dans sa vie de tous les jours, les vit dans son environnement professionnel. Et c'est ce partage d'expertise qui est intéressant. Quelle expertise j'ai construit quand je suis professionnel dans mon métier et quand je viens me former à l'université pour apprendre des choses nouvelles, comment ce que je sais déjà résonne avec ce qui m'est apporté dans le monde universitaire. Et si en plus je côtoie des collègues apprenants qui ne sont pas du même âge que moi, qui ont d'autres expériences, c'est d'autant plus riche. Et c'est ça qui nous anime, je crois, nous enseignants, quand on travaille avec nos étudiants. Et puis, si tu me permets une remarque complémentaire, je pense que cette focale qui est mise aujourd'hui sur vous, les universitaires, vous avez la responsabilité de former les étudiants qui vont aller travailler demain sur les territoires, dans les entreprises, dans les associations, dans les collectivités territoriales, enfin, dans tout ce qui fait le monde. Nous avons à former donc ces étudiants-là. Quelle place, eux, vont-ils laisser effectivement à ce partage d'expérience? Est-ce qu'ils vont arriver experts avec l'étiquette de l'expert? Nous savons parce que nous l'avons appris. Ou est-ce que nous les accompagnons pour qu'ils soient capables eux, à leur tour, de dire « Oui, bien sûr, j'ai appris des choses que je vais partager, mais vous, que savez-vous et comment nous allons trouver des solutions ensemble ?» C'est une révolution copernicienne un peu, ça. Tout à fait. Tout à fait. De se dire s'intéresser à la maison de l'autre, sous-entendu à l'expérience de l'autre. Tout à fait. Mais alors, qu'est-ce qui vous a intéressé, Maëlle? Parce que vous n'avez pas vécu le diagnostic croisé, mais vous nous avez contacté. Qu'est-ce qui vous a donné envie de mêler les sciences de l'éducation à cette histoire? Ouais, vraiment, merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui et de nous avoir un petit peu ouvert la porte pour les projets là qui sont vraiment très stimulants pour la suite. En fait, je pense on a tous conscience qu'on vit une période sociétale quand même un petit peu particulière avec un énorme virage à prendre. Et que ce soit sur les modèles pédagogiques qu'on utilise à l'école ou en formation d'adultes, on voit qu'on a besoin de réinterroger ce qui fonde vraiment notre pédagogie, ce qui fonde vraiment là où on veut emmener les apprenants adultes, parce que nous, on travaille surtout dans le champ de la formation des adultes pour préparer au monde de demain. Et c'est vrai que tout ce qui se joue, et là je rejoins complètement ce que disait Isabelle tout de suite, tout ce qui se joue autour des expertises croisées, questionne la façon dont les savoirs se construisent à partir d'expériences données, qui sont des expériences dites différenciées, et y compris quand on regarde les choses de façon scientifique. J'aimais bien quand Gilles le disait tout à l'heure, on le regarde aussi du point de vue de l'expérience, de notre expérience humaine de scientifique. C'est aussi une expérience de vie. Est-ce que ça n'a pas été une catastrophe peut-être exagérée d'avoir séparé les deux, finalement, l'objet scientifique et l'expérience humaine? Est-ce que ce n'est pas cette réconciliation dont on parle un petit peu? Disons que là, ce qui nous intéressait, notamment par rapport à l'expérience Chenduka, c'est qu'on considère qu'il y a vraiment des gros enjeux notamment à équiper les apprenants, qu'ils soient adultes ou plus jeunes, à construire un regard critique sur justement tous les enjeux environnementaux qui ont en cours. Je pense que ça a été déjà un petit peu dit précédemment, mais autour de la transition écologique, on est beaucoup dans les discours, hein, et d'ailleurs en lisant un petit peu tes livres, Eric, sur le sujet, et c'est vrai que les co-guides nous disent bien, bah oui, vous savez beaucoup de choses, mais pourquoi vous mettez pas en application ce que vous savez? Ouais, c'est vrai que c'est pareil, ça, les enjeux entre les savoirs qu'on construit et ce qu'on met justement en expérience, ce qu'on traduit en expérience et ce qu'on traduit en co-construction d'expérience. Là, il y a vraiment un enjeu qui est considérable et qui est très réussi, je trouve, à Chenduka, et qui nous, ça je lui avais demandé de le souffler à la fin, donc c'est bien, tu l'as. Non, je rigole. Merci Maëlle. Jérôme, tu nous écoutes patiemment, peut-être en prenant des notes depuis qu'on a démarré ce petit temps ce voyage un peu entre nous. J'ai pas envie de te donner de questions particulières. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire d'avoir écouté tout ça? D'abord, merci pour la richesse des débats. On a entendu plein de choses très intéressantes. Mais probablement, le mot qui est revenu le plus souvent, c'est transformation. Tu as même prononcé le mot de révolution copernicienne. Donc, je pense qu'on prend doucement conscience, et c'est bien que le monde dans lequel
ne peut plus durer comme il est et qu'on a besoin d'une transformation assez profonde. J'ai beaucoup aimé, on a bien vu aujourd'hui des scientifiques qui partaient de certitudes et qui, avec la confrontation des coquilles, ont été déplacés, un peu gênés même. Waouh! Est-ce que ce qu'on m'a appris à l'école est correct, formulé de manière correcte, etc. J'ai beaucoup aimé aussi la métaphore médicale, elle est revenue souvent. La Terre comme un être, comme un corps qu'il faut soigner avec ses organes, ses fonctions. Et ça, je trouve ça très fort. Et ça rejoint vraiment ce que moi je pratique dans ma recherche. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, l'environnement n'est pas un décor. Il a des fonctions particulières. Est-ce que le glacier, c'est le cerveau, plus que la plaine alluviale, les zones humides, j'en sais rien, peu importe, mais cette notion de fonctionnalité est très importante. Et cette notion aussi de continuité entre la Camargue et le Rhône, il y a quelque chose, il y a une information qui est transportée. Et tout ça, c'est des choses qu'en science, on a du mal à formuler, parce que, comme je le disais tout à l'heure, les sciences ont découpé, mis en équation les choses pour pouvoir les modéliser, pour pouvoir les prédire, mais ça, c'est limite, cette approche. Ça a la limite de l'approche systémique, et puis ça a la limite aussi, on en a beaucoup parlé ce soir, du sensible. Et effectivement, l'année dernière, je raconte ça, on a organisé une école d'été avec, dans les Vosges, dans un bassin versant, et c'était un moment assez intéressant où on a mélangé des approches très scientifiques, de la chimie, de la physique, de l'écologie, avec des matières un peu plus sensibles. Et j'ai été très étonné de voir du lundi au vendredi, qui était la durée de l'école d'été, comment des étudiants qui avaient été éduqués vraiment dans le cadre strict des sciences dites dures, au contact il y avait une pédopsychiatre, il y avait des gens du care, du soin, comment ces étudiants, à travers une série d'exercices très simples, où ils s'identifiaient par exemple à la rivière, où ils s'identifiaient aux roches, aux arbres, etc., voyaient leur représentation du bassin versant complètement transformée. Et je termine là-dessus, je pense qu'on a vraiment besoin de renouveler nos représentations. Et les Kogi, ils ont leur représentation du monde, on n'en a pas beaucoup parlé, mais on en avait parlé ensemble, Eric. Ils ont des cartes, les Kogi, mais qui ne sont pas les cartes de notre c'est ce que j'allais applications. Tu le vois devant toi, c'est la question que j'allais te poser. Comment on va représenter ça ? Voilà, et il y a tout un travail à faire de représenter nos territoires. En particulier en remettant les humains au centre. Nos territoires, c'est des points X, Y, Z, comme on dit en mathématiques, sur une sphère. C'est pas que de la géolocalisation. Et donc, tous les points sont équivalents d'une certaine manière. Mais ce que disent les Kogi, si j'ai bien compris, c'est que non, dans un territoire donné, tout n'est pas équivalent. Et ça me fait penser d'ailleurs à cette fameuse loi sur l'imperméabilisation, où le sol est considéré comme des mètres carrés ou des kilomètres carrés. Quand on imperméabilise X mètres carrés, il faut désimperméabiliser X mètres carrés. C'est ce mécanisme de compensation un peu idiot qui oublie qu'en fait, il n'y a pas deux parcelles de sol identiques à l'intérieur d'un bassin versant. Gilles, tu ne me contrediras pas, sur le glacier, c'est des cailloux, en bas, dans la plaine, c'est des alluvions, c'est des terres beaucoup plus fertiles, etc. Donc on ne peut pas raisonner en mètres carrés. Donc cette représentation surfacique X, Y, Z n'est pas la bonne. Donc abandonnons-la et reprenons le problème à la base. Inventons de nouvelles représentations qu'on a perdues en cours de route de notre histoire occidentale, cela dit. Donc l'histoire environnementale, c'est aussi très important dans cette affaire-là. Et les Kogi me semblent être, mais je suis novice dans la culture Kogi, me semble être une source d'inspiration considérable. Merci beaucoup pour ton témoignage. Avant de se quitter, si vous avez des questions, des commentaires, je vous en prie, c'est à vous. Je vous le prête, mais vous me le rendez. Non, il y en a un qui arrive là. Est-ce qu'il fonctionne ? Bonsoir, merci pour tous ces témoignages, c'est passionnant. Alors, dans son discours d'intronisation en 2004, Wangari Maathai a dit qu'il était temps de guérir les blessures de la terre comme nos propres blessures. Alors, que pensent les Kogi de ce terme de guérison d'un territoire ? On se donne jusqu'à quelle heure ? J'ai peut-être un CAP de kogisme.
pour essayer de répondre, il serait dans une pratique de médecine préventive. Donc, comment éviter la maladie? Et la maladie peut venir sur plusieurs registres. Ce que tu bois va être un élément qui peut générer de la maladie. Ce que tu manges, la manière dont tu te mets en lien peut générer aussi de la maladie. Donc, ils vont être très attentifs à ce qu'on peut appeler presque de dimension spirituelle, c'est-à-dire la manière dont on se met en relation. Et souvent, quand il y a maladie, c'est que tu as posé un acte qui n'est pas juste par rapport aux lois qui guident leur société. Donc leur système éducatif pour les jeunes, c'est très rapidement identifier ces lois et ces principes pour essayer non pas de faire du bien ou du mal, on n'est pas là-dedans, mais d'être en justesse d'être. Et c'est des gens qui ont, vous l'avez un peu pratiqué, une forme de simplicité. Et surtout, ils ont un humour incroyable dans cette justesse d'être, donc d'humilité. Il y a un Kogi qui nous avait demandé comment on dit bonjour chez vous en français. Et je lui avais dit, on dit bonjour ma biche. Et je me rappelle, quand il a rencontré les élus, il s'est approché avec un bonjour ma biche et ça a créé une ambiance, si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce qu'il y aurait une autre remarque, question? Je vous en prie, profitez de nos invités ce soir qui nous ont rejoints. Juste ici. Ça me permet de remercier Louise qui nous accompagne sur l'organisation de cette soirée, qui ne dit pas grand-chose, mais qui est très efficace. Merci Louise. Bonjour à tous. J'ai une question à poser, c'est que je me passionne pour l'ethnologie. Je remarque que depuis la nuit des temps, l'homme vole les hommes. Je parle des colonisations. Alors, tous les ans, les autochtones disparaissent petit à petit. Les gens restent dans des endroits, on a le plaisir de tout détruire. On est bizarre, hein. Voilà, ce que je peux peut-être vous partager, c'est ce que je crois que vous avez entendu, c'est les Kogi qui nous ont proposé, malgré 5 siècles de relations pour le moins compliquées. Colonisation, coloniser, c'est voler. Hein. Voilà. Il y a de l'or, il y a des métaux, etc. Ben, malgré tout ça, les Kogi reviennent vers nous et nous disent, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on se parle, pour essayer d'inventer quelque chose ensemble? Ils appellent ça, ils disent qu'il y a 2 voies. Une voie qui détruirait, qui approfondirait et qui enclencherait encore plus de déséquilibre si on continue sur d'autres lancées. Oui. Et une voie qu'ils appellent Chendukwa qui serait faites la paix dans vos têtes et vous ferez la paix avec la nature. Et finalement, votre question, c'est pourquoi vous êtes en guerre avec la nature? Donc moi, je trouve ça assez remarquable que malgré 5 siècles de destruction et de pillage, comme vous dites, ils reviennent encore vers nous en disant et si on se parlait? Merci pour votre commentaire. Il faut se parler, oui. Dernière question avant de se quitter. Derrière, il y a une personne. Quand je suis curieuse, moi, ce que j'ai vu sur Wikipédia, c'est qu'actuellement, les mines les plus profondes descendent à 4 ou 5 km de profondeur. Et en fait, je me demande si tout est pas lié finalement à ces mines, parce que du coup, on a besoin de matériaux pour les maisons, pour l'énergie, pour plein de choses. Et du coup, il faut aussi, ces mines, il faut que les gens travaillent dans les mines, il faut aussi les protéger. Et donc j'ai l'impression qu'en fait, la Terre, elle est finalement très liée effectivement aux gens, parce qu'il y a des personnes qui en fait considèrent que pour s'enrichir, ce qu'il faut, c'est piller. Donc voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui... Et là, par rapport aussi aux mines, ce que je vois pour les mines d'uranium, en fait, ce que je vois, c'est qu'elles sont nettoyées avec de l'acide sulfurique, et je me demande si c'est pas ça qui pollue plus encore que l'uranium, en fait. Gilles, c'est pour toi ça, parce que moi là, je sèche. Donc j'ai pas le 3e joker. Non, mais en fait, quand on extrait de l'uranium, forcément il y a des produits chimiques qui sont utilisés. Voilà. Après, effectivement, quand il y a d'autres contaminants, il y a l'arsenic. Souvent, quand on extrait de l'uranium, il y a d'autres choses. Mais en France, après, ces résidus miniers, ils sont stockés dans des endroits qu'on appelle les installations classées pour l'environnement, avec une barrière, et on ne peut pas y toucher. Donc ils sont stockés. Et tout ce que doit faire Orano, notamment pour la question des mines, c'est de vérifier qu'il n'y a pas d'impact de transfert de ce site-là vers l'extérieur. On va aller se coucher peut-être quand même après tout ça. Je vous propose une dernière petite chose.
Imaginons que ce dialogue, parce qu'on travaille sur approfondir ce dialogue, écrire un nouveau récit, enfin voilà, tout ce que vous avez un peu entendu. Imaginons que ce dialogue ait fonctionné, nous nous retrouvons dans 5 ou 10 ans dans cette même salle, vous revenez, vous avez la gentillesse de revenir. Qu'est-ce qui aura changé dans 10 ans ou dans 5 ans si on a réussi à dialoguer? Non, mais moi je reviens sur ce que j'ai dit. Ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse intégrer ces savoirs ancestraux, qu'on peut appeler ça des savoirs sensibles, dans nos approches scientifiques. Parce que je pense que sur des questions communes, on a un intérêt de travailler ensemble. Voilà, et ça, je pense que c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Claire, on se retrouve dans 5-6 ans, tout ça a super bien marché. Qu'est-ce qui a changé quand on se retrouve dans 5 ans pour toi, vu de ta fenêtre? Qu'est-ce qu'on a réussi? On a réussi à protéger la nature, à faire en sorte qu'il n'y ait plus d'espèces qui disparaissent, qu'on vive en harmonie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Mais est-ce qu'il y a un petit quelque chose qui te donnerait de l'espoir qu'on arriverait à atteindre? Précisément cette compréhension de l'altérité qui serait la construction, enfin c'est le pari pour moi. Merci. Pari. Nathalie, on se retrouve dans 5-6 ans, on a réussi quoi? Qu'est-ce qui a bougé? Bien, si on arrive à recréer un lien de confiance avec une culture aussi éloignée de la nôtre, ça veut dire qu'on peut créer des liens de confiance aussi au sein de nos propres cultures. Merci. Jérôme, on se retrouve dans 5 ans. Yeah! Qu'est-ce qui a bougé? On envoie de nos ingénieurs agronomes en stage chez les Kogi. Yeah! Merci. Gilles, on se retrouve dans 5 ans. Qu'est-ce qui a bougé? On a établi le dialogue avec tous les peuples premiers qui s'occupent des châteaux d'eau du monde. D'accord. Dont on a changé les noms. Dont on aura effectivement changé le nom. Ce sera plutôt des têtes de bassin que des châteaux d'eau. Les châteaux d'eau, qui est une métaphore guerrière. D'accord, pas mal. On prend. Isabelle. On aurait retrouvé de la joie. Yeah! Parce que la joie de connaître, elle est indépendante de la joie de reconnaître. Et je pense que si on commence à reconnaître les autres, on connaît cette joie de connaître. Maëlle, on se retrouve dans 5 ans. Ouais, je crois que ça donne beaucoup d'espoir en fait. Et je pense que dans 5 ans, l'espoir là, dans les petits ateliers qu'on a fait en amont, le mot espoir est revenu à plusieurs reprises. C'est quand même, on est tous scientifiques et c'est vrai que ce mot espoir, j'espère qu'il deviendra réalité, quoi. Bon, on va y aller alors. Je vous ai mis ça en phrase finale. C'est une dame que j'ai croisée qui était arrière-grand-mère. On faisait du bruit à côté d'elle et je lui demandais, on vous envahit pas trop avec le bruit? Elle a eu cette phrase magnifique: quand des personnes, des êtres vivants dialoguent et se rencontrent avec respect et humilité, cela me remplit de joie. Michel, je te laisse le mot de la fin. Michel, notre président. Merci beaucoup, Eric. Je voudrais vous remercier d'abord tout le monde présent d'être resté jusqu'au bout. Je voudrais remercier évidemment la mairie de Boulogne et toutes les équipes de Boulogne qui nous ont accompagnés, nous ont permis que cette soirée ait lieu. Et remercier évidemment Eric et toute l'équipe opérationnelle. Il y a Lise ici, il y a Pauline, je ne sais pas où elle est, Pauline. Elle est là-bas, Lise, Pauline, Jacqueline, voilà, qui sont vraiment le travail au quotidien. C'est le mot de systémie. Et je ne suis pas complètement certain que tout le monde sache exactement de quoi on parle quand on parle de systémie. Edgar Morin, dont le nom est revenu aussi plusieurs fois, a défini la systémie avec une phrase très simple. Il a dit « ce qui est tissé ensemble ». Ce qui est tissé ensemble, qui nous ramène directement, et je parle sous le contrôle d'Éric qui connaît mieux ça, que le tissage est vraiment au cœur de la pensée des peuples de la Sierra. Donc, et qu'est-ce que c'est que le tissage? C'est un dialogue entre une trame et une chaîne, entre deux directions qui vont dialoguer pour pouvoir créer quelque chose ensemble. Et je crois que cette invitation que nous partageons finalement tous ensemble ce soir, c'est vraiment se dire qu'est-ce que nous tissons ensemble. Ça veut dire prendre conscience également au fond, que toutes les crises que nous traversons en ce moment ont au moins un avantage. C'est qu'on prend conscience qu'on ne peut plus être tout seul et que ce qui se passe un peu partout sur la planète à un moment est relié à nous-mêmes. Et que si nous ne changeons pas nos habitudes, nos manières de vivre, nos manières d'être, alors on ne peut pas
faire que ça change ailleurs. Et si on ne prend pas soin de nous-mêmes, on ne peut pas prendre soin des autres non plus. Et je crois que c'est ce qu'on a entendu aussi beaucoup de la part des Kogi, cette notion de soin, et ce que tu viens de rappeler, Eric, c'est-à-dire la question de la relation à soi et la relation aux autres. Donc travailler pour moi sur la systémie, c'est vraiment créer du lien dans tous les sens. Et le lien dans tous les sens, c'est entre les scientifiques, c'est entre les scientifiques et la société civile, c'est entre les scientifiques et le monde associatif, et avec les entreprises, et avec les politiques, à tous les niveaux. Et ça, je crois que c'est le plus bel enjeu que nous pourrions avoir. Et j'aurais envie de dire, pour répondre à la question, dans 5-6 ans, qu'est-ce qu'on aura fait, nous, à Chaîne de Quoi ? Peut-être qu'on aura réussi à créer, enfin j'espère, on va œuvrer à ça pour être capable de créer peut-être des lieux où tous ces vœux soient une réalité concrète en France et en Colombie. Et puis ensuite, game over. La soirée est terminée. Merci beaucoup d'avoir été là, en tout cas.